Tu nous entends bien en fait?
Bonjour à tous. Nous allons commencer cette présentation de ces accords, tout d'abord par un tour de table, avant de lancer la présentation proprement parler. Donc, je m'appelle Alice Gripon, je suis directrice de la diffusion et des partenariats au sein du programme VITAM, et vous allez peu m'entendre parce que l'idée est bien de parler du défi C'est d'accord et pas du programme VITAM pour cette présentation. Mais on est particulièrement ravis de la proposer dans le cadre de la Journée internationale des archives. Marion, je te laisse te présenter. Oui. Oui, bonjour. C'est bon. Oui, bonjour. Marion Ville, du coup, je suis chef de projet fonctionnel au sein du programme VITAM. Et dans le cadre du projet EIG C'est d'accord, je suis mentor. Alors du coup, Méline Cournil, pardon, excuse-moi, je suis archiviste et je suis donc sur le programme VITAM, mise à disposition par le ministère des Affaires sociales, et mentor du défi C'est d'accord également. Je suis donc développeuse sur le défi C'est d'accord et je suis Hélène. Alors moi c'est Salim et je suis le designer dans le cadre du défi. Voici pour ce tour de table. On va lancer le partage d'écran. Alice, je sais pas si... Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, le partage d'écran. Alice, tu voulais rajouter quelque chose? Commencer. Je pense que ok, on commence. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents pour cette présentation du défi C'est d'accord. On va vous présenter effectivement l'avancée de nos travaux et faire un bilan sur ces 10 mois de défi. On va tout vous expliquer et vous parler de la suite. Donc du coup, en ordre du jour, on va revenir sur pourquoi le défi C'est d'accord, pour répondre à quel besoin, quel était l'objectif initial. Ensuite, on va revenir sur l'analyse des pratiques et des outils existants dans le cadre de la facilitation de la collecte d'archives bureautiques. Deux analyses qui ont été faites par Salim et Hélène, enfin des analyses qui ont été faites dans le cadre de leurs travaux avec nous et de la solution technique qu'ils nous ont proposée et qu'ils ont implémentée. On reviendra ensuite sur les moments clés du défi durant ces 10 mois qui ont été bien rythmés. Puis on vous fera une démonstration du prototype et on abordera enfin la suite prévue des travaux, ce qui se passera après la fin des 10 mois, donc après fin juin. Et puis on vous laissera faire un bilan, Salim et Hélène, sur ces 10 mois parmi nous et sur le projet, ce que vous en avez pensé, comment ça s'est passé pour vous aussi de votre côté. Voilà pour l'ordre du jour. Du coup, je vous propose qu'on commence par une introduction qui permet d'expliquer pourquoi le défi C'est d'accord, quel était le constat de départ et comment on s'y est pris pour le résoudre. Le constat du programme VITAM était le suivant. On a des systèmes d'archivage électronique qui sont de plus en plus déployés dans les administrations. Pour autant, c'est pas forcément toujours simple de constituer un SIP, donc un paquet d'archives conforme qui puisse entrer dans un système d'archivage électronique. Donc l'objectif, c'était de faciliter cette constitution de SIP et donc ainsi de participer au passage à l'échelle dans la collecte de données bureautiques en densifiant le nombre d'entrées dans un SAE. Et notre besoin, c'était de fournir une réponse qui était adaptée sur le plan technique et technologique. Donc, il fallait effectivement que ça puisse s'articuler avec d'autres éléments et outils présents sur le plateau VITAM, mais aussi que ça soit, et surtout, en adéquation avec le besoin utilisateur, parce que c'est ce qu'on disait, constituer un SIP, c'est pas simple, il fallait simplifier énormément tout le process et que ça soit transparent pour l'utilisateur. Du coup, pour
répondre à cette problématique, le programme Vitam a candidaté en tant que défi entrepreneur d'intérêt général, donc qui est un défi EIG porté par Etalab, rattaché à la direction interministérielle du numérique, et dont l'objectif est de permettre dans les administrations publiques l'intégration de nouvelles professions qui sont peu présentes au sein de l'administration, telles que des data scientists, des designers ou des développeurs. Et donc qu'ils apportent un regard neuf sur des problématiques qui puissent y répondre avec tout ce qu'ils peuvent nous apporter de process et d'outils, de connaissances sur leur métier respectif. Donc c'est grâce à ce défi EIG C'est d'accord qu'on a pu accueillir Hélène et Salim pendant 10 mois sur le plateau Vitam. Donc un défi qui a duré de septembre 2020 à juin 2021. Donc c'est pour ça qu'on fait un bilan, puisqu'on arrive à la fin du défi C'est d'accord, et que la fin juin sera constituée de congés respectifs mérités par l'équipe C'est d'accord. Donc voilà, on fait un bilan en cette journée internationale des archives. Je te laisse la suite, Alice. Oui, c'est vrai que ça s'y prêtait particulièrement, comme le disait Méline. On avait vraiment l'idée de tirer un bilan de ce défi, surtout qu'on a pu parler du défi déjà au sein de l'écosystème Vitam un petit peu ou par des articles, mais qu'on souhaitait le présenter au plus grand nombre. Et quand on a vu la thématique de la Journée internationale des archives, on a trouvé que ça s'y prêtait particulièrement, puisque l'idée est bien d'avoir cette notion de renforcer les archives à travers 3 thèmes qui sont la collaboration, la responsabilité et l'inclusivité. Et vous verrez que la collaboration, comme beaucoup de projets menés par le programme Vitam, est au cœur de ce qui a pu être proposé là, avec une collaboration designer-développeur, archiviste, agent de service versant, et tous les échanges qui ont pu avoir lieu avec les différents utilisateurs interrogés. La responsabilité, c'est bien l'enjeu même du défi, avec l'idée de responsabiliser, autonomiser le service versant et de le repositionner en expert de ces données. Et puis l'inclusivité avec, pour la première fois au sein du programme Vitam, cette idée de travailler sur le design en centrant sur l'utilisateur, et un utilisateur qu'on connaissait moins, qui était moins l'archiviste que le service versant. Donc c'est vrai que cette notion d'inclusivité qui allait vers des publics un peu plus diversifiés que ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent. Et donc avec un design système dont Salim, je crois, nous parlera juste après. Voilà, je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup. Et du coup, on va passer sur l'analyse des pratiques que vous avez pu faire lors de votre arrivée, Salim et Hélène. Tout à fait. Donc là, je vais vous présenter nos personas, donc nos archétypes d'utilisateurs qu'on a pu établir suite à nos observations sur le terrain. Donc là, on a notre service versant et producteur, qu'on a nommé Patrick. Patrick, il a comme crainte, notamment sur les process d'archivage, le temps que ça peut lui prendre justement d'opérer ces opérations. Il avait comme crainte aussi, dans le cadre du défi et de notre création d'application, de se retrouver face à un process complexe. Et surtout, il a fait émerger sa crainte d'être seul face à un versement et seul face à une procédure. Notre deuxième persona concerne donc l'archiviste, Sophie, qui avait comme crainte, elle, de son côté, le traitement d'une volumétrie de données importante, de se retrouver face à du vrac, dans son process qui était fractionné, d'avoir de multiples outils à sa disposition, et de perdre beaucoup de temps aussi dans le traitement de ces données et de ces détails techniques qui sont liés justement à ces procédures. Donc, à la suite de nos semaines d'observation au sein des services, on a donc pu remarquer une collecte complexe, des SAE en production et qui contiennent peu de données bureautiques, et des serveurs au sein des administrations qui contiennent des données
destinés à être versés dans des SAE intermédiaires ou définitifs. On a également pris note du souhait des utilisateurs de retrouver une équivalence des process métiers du papier dans le numérique, donc à savoir la collaboration, l'accompagnement et le contrôle des entrées. Donc là, je vais vous présenter l'illustration qui résume à peu près voilà, notre travail au sein des ministères. Donc on a, dans une première ligne temporelle, on voit les données du service versant producteur donc, qui sont transmis aux archivistes, principalement par le biais de supports physiques. Ces données sont ensuite déposées sur un serveur, puis traitées par les archivistes afin de pouvoir en extraire un SIP et d'effectuer un versement dans un SAE définitif. Donc ça, c'est la ligne temporelle qui se situe en haut, qui est celle qu'on retrouve actuellement au sein des ministères. La seconde ligne temporelle, c'est notre proposition, donc c'est celle qui se situe en dessous de nos personas. Elle représente donc notre proposition, notre solution, donc une plateforme commune aux services versants et aux archivistes, qui va permettre donc aux services versants et producteurs de procéder eux-mêmes au transfert de leurs données bureautiques, puis qui va permettre à l'archiviste de retrouver ces mêmes données au sein de l'application pour échanger si besoin avec les services, de procéder à différents traitements et de faire un dépôt dans un SAE intermédiaire avant constitution d'un SIP, puis versement dans un SAE définitif. Il y a une seconde ligne qui met en évidence qu'on peut constituer directement un SIP dans l'application pour le verser directement dans un SAE définitif. C'est l'archiviste qui va garder la main sur la constitution du SIP et qui va valider les versements du service producteur et versant. Alors comment et pourquoi nous en sommes venus à cette solution? C'est parce que principalement on a identifié le besoin de collaborer entre services versants et services archivistiques, tout simplement pour engager le service versant de plus que ce qu'il est actuellement, ce qui permettra d'améliorer finalement la qualité des archives, de faciliter les versements et puis aussi d'augmenter la plus-value du travail archivistique en aval d'un versement. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il fallait rendre plus transparentes les opérations techniques, c'est-à-dire démystifier un peu tout ce qui était normes d'archivage électronique comme le CEDA, les SIP, en offrant une interface qui serait simple d'utilisation, ergonomique, et qui permettrait finalement d'accélérer des étapes qui sont pas nécessaires ou qui n'apportent rien d'un point de vue métier, et qui permettent à tout le monde d'être effectuées. Donc c'est pour ça que, comme l'a dit Salim, on en est arrivé à une solution qui serait un outil qu'on souhaite répondre aux besoins identifiés, donc outil ergonomique dont la prise en main serait facile et rapide. Et donc les besoins identifiés, on va dire de manière macro, sont catégorisés en deux priorités qui sont valider le flux de travail métier qu'on a pu observer et enfin le plus important, si je peux dire, c'est pouvoir constituer un SIP qui sera ensuite versé dans un SAE. Alors de manière un peu plus technique, ce qu'on a fait aussi avant d'imaginer la solution, c'est d'analyser l'existant. Actuellement, il existe déjà de nombreux outils qui répondent à certains besoins. Donc, il y en a une liste ici, ça a pu être Récip, Archifil, Gédéon, Octave, TSB. Mais à chaque fois, on y a vu certaines limites. Souvent, c'était le fameux aspect collaboratif sur lequel nous, on voulait mettre l'accent qui manquait. C'est-à-dire qu'on avait des applications de bureau, des clients lourds, qui ne permettaient pas forcément une communication entre l'archiviste et le service versant, et qui donc n'offrait pas cette salle de stockage temporaire et de tri temporaire avec des allers-retours. Enfin, vraiment, c'était ce qu'on imaginait. Et puis, assez souvent également, les solutions étaient assez complexes et techniques à prendre en main. Finalement, donc, techniquement, ce qu'on a choisi, c'est de faire une application web en ligne
qui va permettre cette fameuse collaboration, puisqu'on va pouvoir avoir cet espace partagé, et qu'on veut être un module de Vitamui. Pourquoi? Parce que cela nous permet déjà de réutiliser du code, et ensuite d'avoir accès à tout ce à quoi Vitamui a accès, c'est-à-dire les référentiels. Vitamui, précisons ce qu'est Vitamui. Ah, ok. Je laisse préciser. Oui, pardon. Donc, pardon, mais Du il va coup, on va préciser. peut-être préciser ce qu'est Vitamui, effectivement. Du coup, la solution Vitam initialement a été développée, c'est un back-office qui a été développé. Le back-office, c'est un système d'archivage électronique. Et donc, on travaille depuis l'année dernière à la constitution d'un front-office, donc des interfaces qui s'appuieront sur ce back-office pour avoir un SAE complet. Et donc, Vitamui pour interface utilisateur, c'est donc le front-office du SAE qui est développé et qui est open source et en cours de développement de manière collaborative par différents ministères, le CEA, le CINES et Exeliance. Et donc, vous nous avez conseillé de nous intégrer dans Vitamui dans le cadre des travaux, c'est d'accord? Tout à fait. Donc, puisque, enfin, comme Méline a dit, Vitamui est un logiciel aussi collaboratif dont le code est libre et auquel on peut vraiment se rattacher sous forme de module. Et donc, comme je le disais précédemment, c'est que ça va nous permettre aussi de se brancher à Vitam de manière beaucoup plus simple, ne serait-ce que pour accéder au référentiel, pour faire des versements directs, pour utiliser aussi les utilisateurs, les rôles, et comme je le disais aussi du code. Et enfin, ça va permettre aussi d'unifier un peu plus tous ces outils et d'offrir une certaine fluidité dans le flux de travail. Donc ça, c'était pour globalement les avantages. Et enfin, dans le cadre du défi qui durait 10 mois, étant donné que c'est quand même un projet qui est assez gros, on a limité le livrable de l'outil à une preuve de concept, donc pour laquelle on a fait quelques raccourcis techniques pour, en fait, tout cela pour valider, comme on voulait, valider le flux métier plus rapidement, pour faire des itérations plus rapides avec des tests utilisateurs, pouvoir changer l'interface rapidement. Et donc cette preuve de concept qu'on a développée pendant 10 mois sera ensuite réintégrée de toute manière dans Vitamui. Je laisse Méline pour les moments clés du défi. Oui, du coup, comme on vous le disait, le défi aura duré 10 mois, donc de septembre à fin juin. Si on revient un peu sur les moments clés du défi, il y a eu un gros mois de septembre où en plus on était en présentiel, où il y a eu une belle acculturation d'Hélène et Salim au métier et au monde des archives, avec déplacements dans des services d'archives, rencontre d'un archiviste, d'agents de service versant, connaissance des process actuels, du vocabulaire archivistique, des normes existantes et des standards tels que le CEDA. Voilà, une réelle acculturation, compréhension du besoin au plus près des utilisateurs pour que vous puissiez, dès l'automne, nous faire des propositions avec une première version des maquettes qui ont été faites pour commencer à valider le process métier avec les utilisateurs, toujours lors d'ateliers avec les utilisateurs. Et assez rapidement aussi, durant l'automne, on s'est rendu compte qu'effectivement le projet étant très lourd, comme le disait Hélène, on a pris des raccourcis techniques qui nous permettent, dans le cadre de la preuve de concept, de démontrer quelque chose à la fin des 10 mois, et ensuite on vous présentera la suite permettant de mettre en production l'outil sur lequel on travaille, mais l'objectif c'est vraiment de tester quelque chose avec les utilisateurs et de faire une démonstration avec eux. Donc c'est pour ça qu'on a pris quelques raccourcis pour pouvoir aller jusqu'au bout de notre défi. En début d'année 2021, donc on a une seconde version des maquettes qui a été réalisée par Salim avec le design system Vitamui. On s'en tient intégrant. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, ok. Donc présenté également aux utilisateurs lors d'ateliers. En février, on était à mi-parcours de nos 10 mois, donc il y a une démonstration publique qui a été faite du prototype en démontrant le parcours du service versant qui souhaite proposer le versement d'une arborescence bureautique. Et puis là, depuis le printemps, du coup, le prototype est prêt. On a fait des tests en individuel avec des utilisateurs.
qui ont été rencontrés par Salim pour avoir leur retour. Et puis on a commencé à travailler, et très activement, on nous en parlera tout à l'heure, sur la suite, la pérennisation, puisque en effet, comme on aura une preuve de concept, un POC à la fin des 10 mois, là maintenant, on a déjà prévu la suite, et Marion vous en parlera tout à l'heure. Voilà pour les moments forts de notre défi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Dire que les tests utilisateurs sur le prototype sont en cours en fait, et qu'on continue à recueillir des retours utilisateurs justement par celui pour venir nourrir la future application. Et que les moments clés sont aussi rythmés par le programme OIG en lui-même en fait, qui demandait certaines dates butoirs comme la démo finalement de février, donc qui nous permettait d'avoir des objectifs à se fixer. Donc je laisse aussi Méline faire la démonstration. On va passer à la démonstration sur le prototype. Je vais me coucher un petit peu. Hop. Alors, du coup, une démonstration du prototype pour que vous voyez justement le process qui a été étudié depuis l'agent d'un service versant qui prépare et soumet un versement jusqu'à l'archiviste qui le valide et qui en sort un SIP une fois qu'il est validé. Donc, deux petites choses à vous dire. D'abord, ce prototype a été développé à partir de la première version des maquettes. Donc du coup, c'est un design système qui est très sommaire, très rudimentaire. Voilà. Tu le décris mieux que moi, merci. Voilà. Mais l'objectif était vraiment de développer rapidement à partir de ces maquettes sommaires pour le faire valider aux utilisateurs, tout le parcours, tout le process. Et après, Salim a travaillé sur des maquettes. C'est l'intégration du design system dans les maquettes. Et il vous présentera ça d'ailleurs juste après la démonstration du prototype. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et donc deuxième chose, que ce parcours, cette démonstration qu'on va vous faire, elle s'appuie sur les deux personas que vous a présenté Salim tout à l'heure. Donc on a Patrick qui est l'agent d'un service versant, qui va vouloir faire une proposition de versement d'archives bureautiques. Et on a Sophie qui est archiviste et qui va contrôler ce versement. Donc là, on arrive sur la page d'accueil de Patrick, qui est connecté sur son espace C'est d'accord pour préparer un versement d'archives bureautiques. Après, effectivement, tout ça sera intégré dans VitamUI. Ce sera un module, une application au sein de l'interface VitamUI, mais à ce jour, c'est quelque chose d'indépendant dans le cadre de notre projet. Donc, ce qu'il retrouve, c'est une liste. Donc là, on voit qu'il a deux projets de versement sur lesquels il a travaillé. Et donc, on a des dossiers, un projet de versement de dossier de carrière qu'il a déjà soumis à l'archiviste. On voit qu'en effet, il y a écrit en attente de correction, donc c'est déjà parti dans la bannette de l'archiviste qui est en train de le valider ou de l'invalider. Et on a un projet de versement de dossiers médicaux qui est en cours de travail par Patrick sur son espace et il pourrait y revenir s'il le souhaite. Alors, je précise que Patrick Dupont, il travaille à la direction des ressources humaines et donc on va lui faire créer un projet de versement puisqu'il a besoin de verser, de faire un nouveau projet de versement d'archives bureautiques. Quand il clique dessus, il rentre sur une pop-up, s'affiche une pop-up qui est divisée en quatre parties. On est guidé en haut avec une petite ligne qui nous indique où est-ce qu'on en est des différentes étapes. Et donc, il a une zone légèrement bleutée où il va pouvoir glisser-déposer son répertoire d'archives bureautiques qu'il souhaite verser. Donc là, on vient de voir qu'il vient de verser son répertoire d'archives bureautiques qui concerne la gestion des emplois au sein de son administration. Donc, une fois qu'il a glissé déposé le ou les répertoires bureautiques qu'il souhaite verser, il choisit au sein de l'arborescence l'endroit où il souhaite les rattacher. Donc, chez Vitam, ça s'appelle un arbre de positionnement ou un plan de classement. Cette arborescence s'affiche. À terme, effectivement, ça sera directement appelé
les référentiels de vitamine qui seront appelés, qui permettront donc d'aller choisir. La bonne partie, là, c'est quelque chose qui est simulé. Enfin, c'est une liste statique dans le cadre de notre outil de test. Et donc, du coup, il peut passer à l'étape suivante de la pop-up. Et donc là, il arrive sur une page où il va renseigner quelques informations de description de son versement. Grosso modo, c'est ce qu'on retrouve sur la page de garde d'un bordereau de versement papier. Donc, il va donner un intitulé à son versement. Pour les connaisseurs, ça permet de renseigner la valise message identifier du versement. Voilà, il va lui donner un titre. Voilà. Et donc, il peut ajouter une description sommaire à son versement, comme on retrouve sur les bordereaux de versement. Donc là, qui va alimenter la balise comment du manifeste du SIP. Donc, c'est parti. Hop, voilà, je marque un peu n'importe quoi, mais bon. C'est un propose confinement. Donc voilà, donc du coup, il a pu ajouter une description sommaire à son versement. Et il peut ensuite renseigner des dates de début et dates de fin des unités archivistiques qui composent son versement, qui viendront, ces métadonnées elles-mêmes, alimenter la balise comment, qui est une balise duplicable. Comme là, c'est des documents qui ont été produits entre 2018 et 2019, on va mettre 1er janvier 2018 et 31 décembre 2019. Voilà pour les informations de description minimale du versement qu'on demande à l'agent d'un service versant, justement. Donc sur la pop-up, il continue son parcours en cliquant sur suivant, et là il arrive donc sur une page qui concerne le renseignement du service producteur et du service versant. Donc comme je vous l'ai dit, Patrick, il travaille à la direction des ressources humaines, donc il est à la fois service producteur et versant, on va se simplifier la vie. Et donc voilà, il choisit grâce à un menu déroulant qui, là encore, dans le cadre du prototype, est une liste statique, mais qui viendra appeler les référentiels des services agents importés dans Vitamui par l'organisation, et ça lui permettra de choisir son service au sein de tous les services de l'organisation, que ce soit une collectivité territoriale, un ministère ou un opérateur. Voilà. Ça appellera la liste que l'organisation a importée dans le référentiel des services. Et donc, ensuite, il clique sur valider le projet de versement. S'ouvre une étape donc là qui est simulée, mais l'objectif c'est ici d'avoir une étape de traitement des répertoires avec des traitements automatiques qu'on souhaitait supprimer parce qu'ils sont chronophages et qu'ils apportent pas forcément grand chose. Ils prennent du temps à l'utilisateur pour pas grand chose. Donc ça sera le dézippage en masse et la suppression de fichiers système. Notamment, choses qui n'ont pas été développées dans le cadre des 10 mois puisque ça faisait trop, mais qu'on garde sous le coude pour la suite puisqu'on vous présentera la suite de nos travaux sur Cedacor tout à l'heure. Voilà. Et donc du coup, quand il clique sur valider, il sort de cette pop-up de préparation du versement et il arrive donc sur une page qui lui permet de retrouver la description générale de son versement. Il peut la compléter. Donc là, on va voir que dans la description, je vais rajouter blablabla. Il peut sauvegarder la modification qu'il vient de faire ici, là, ce qu'il vient de rajouter comme texte. Et puis, il a surtout un deuxième onglet qui lui permet d'afficher l'arborescence des dossiers qu'il a glissé-déposé dans le cadre de la préparation de son versement. Et donc, quand il le déplie, on retrouve les différents répertoires et sous-répertoires que Patrick a glissé-déposé dans le cadre de la préparation de son versement, avec les unités archivistiques de type dossier et de type document qu'on retrouvait dans son arborescence.
S'il clique sur une unité archivistique de type dossier, s'affiche sur la partie plutôt droite de l'écran, centré droit, la liste des unités archivistiques documents qui s'y trouvent, qui sont récapitulées. Et donc là, il aura la possibilité de faire 2 actions sur les unités archivistiques. Il aura une petite poubelle qui lui permettra de supprimer s'il se rend compte que ce document n'a pas vocation à être versé au final. Voilà, il est toujours en train de préparer son versement, il peut encore revenir dessus. Et surtout, le plus intéressant, c'est qu'il a un petit stylo qui lui permet d'ouvrir et de dire pour cette unité archivistique, donc préparation de la gestion des emplois et des compétences, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur ce document-là, il peut ajouter une description sommaire à son fichier. Donc du coup, je ne suis pas très original sur la description, mais donc ici, il peut ajouter une description. Et donc, on l'avait dit, moi, la vérité. Et il peut aussi, toujours sur ce panneau latéral, dans le 2e onglet du panneau latéral, arriver sur un espace de discussion qui lui permettra d'échanger avec l'archiviste sur cette unité archivistique précisément. C'est tout l'aspect collaboration dont on a parlé tout à l'heure entre le service versant et l'archiviste que vous avez souhaité matérialiser grâce à cet espace de discussion. Donc du coup, ici, il peut poser une question à l'archiviste. Donc, du coup, quand il a validé, enfin voilà, envoyé pour l'instant, il n'est pas encore envoyé, mais quand il a déposé, on va dire, un commentaire sur son unité archivistique, on voit qu'on a un petit rond rouge qui apparaît en haut du panneau latéral. Et ce petit rond rouge, on le retrouve un peu partout sur l'écran, qui nous permet en fait de savoir dans quel dossier et sur quel document il y a des commentaires pour qu'on puisse retourner dessus facilement si on souhaite les revoir, les compléter ou les supprimer. Voilà. Le but, c'est d'être guidé dans cette arborescence pour savoir là où on a déjà déposé un commentaire. Voilà, grosso modo, ce que peut faire l'agent d'un service versant dans le cadre de la préparation de son versement. Une fois qu'il est satisfait de son travail, il se dit, bon, bah, j'ai bien travaillé, je vais soumettre mon versement au service d'archives. Du coup, il clique sur « Demander le versement ». Donc, il doit confirmer, bien entendu. Et donc là, il retourne sur sa page d'accueil. On voit que le projet de versement qu'on vient de créer, donc c'est la première ligne, déjà a bien été créé, gestion des emplois et des compétences. Et on voit qu'au niveau de son statut, en bout de ligne, il est en attente de correction. Donc ça veut dire qu'il est parti côté archiviste, qui a charge pour lui, l'archiviste, de le valider, de le corriger, de le contrôler, quoi. Donc quand il va sur cette ligne, voilà, il y a aussi un petit rond rouge qui lui permet de se rappeler qu'il avait posé un commentaire sur une des unités archivistiques de ce versement. Voilà pour, et puis il a quelques facettes en haut de son écran qui lui donnent des éléments chiffrés sur les versements et les discussions en cours sur les projets de versement en préparation. Donc voilà pour Patrick, agent d'un service versant. Et donc c'est tout l'objet de notre prototype, c'est de pouvoir, et toute la plus-value de ce prototype, c'est de pouvoir switcher de rôle. Et donc là, on va prendre la casquette de Sophie Bertrand, qui est archiviste. Donc vous a présenté Salim quand il a présenté les personas tout à l'heure. Donc Sophie Bertrand, elle se connecte et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit en bas qu'elle a une petite notification en lui disant qu'une nouvelle demande de versement est arrivée. Donc ok, elle dit bon bah je vais aller contrôler. Et donc effectivement en haut du tableau, le versement gestion des emplois 2018-2019 est arrivé et est en attente de correction. Du coup, elle peut cliquer sur voir le versement et rentrer dans le détail du versement en disant bon alors tel service, enfin qui m'a versé quoi, est-ce que j'accepte pas, est-ce que la description me convient ou pas. Donc là on retrouve
l'ensemble des descriptions qu'avait apporté Patrick tout à l'heure, même enrichi quand il avait rajouté son petit blabla en fin de description. Donc ici, Sophie peut, si elle le veut, compléter, corriger. Si on dit que le service versant est un autre service, elle peut aller modifier des informations qui auraient pu être erronées ou complétées si c'était pas tout à fait complet dans la description qu'en a fait l'agent d'un service versant. Dans ce qu'on va sauvegarder, les modifications qu'on vient de faire. Elle pourra aussi, Salim vous le présentera plus tard, mais on n'a pas encore développé, renseigner des métadonnées qui sont propres à l'archiviste, qu'on a estimé que seul lui pouvait renseigner, les règles de gestion, etc., les modalités d'entrée, le contrat d'entrée, etc. Et puis elle peut aussi donc aller dans l'arborescence de dossier qui a été proposé en versement par Patrick, et on voit que grâce au petit rond rouge, elle est guidée jusque sur l'unité archivistique, parce que sinon elle va pas tous les regarder un par un. Mais là, elle voit que sur celui-là, déjà il y avait une description qui avait été ajoutée par Patrick, et il y a un commentaire qui a été déposé. Donc Patrick a essayé d'attirer son attention sur cette unité archivistique, donc elle va pouvoir y aller. Donc revoir donc les informations de description et retourner sur l'espace de discussion où elle dit alors du coup est-ce que le document était pertinent dans mon versement, et elle peut répondre à Patrick. Hop, et voilà. Et du coup, on retrouve sur cet espace de discussion le réel échange collaboratif entre l'archiviste et l'agent d'un service versant que vous avez pu constater lorsque vous avez fait votre immersion, Salim et Hélène, auprès des services d'archives et et en rencontrant les agents de service versant. Quand on prépare un versement, il n'est pas toujours nickel du premier coup. Il y a réellement des échanges entre l'archiviste et l'agent d'un service versant, un petit coup de téléphone, un mail, je te propose de scinder ton versement en deux, de le décrire plutôt comme ça, de le classer comme ça, voilà. Donc c'est ça que vous avez voulu reproduire dans cet espace de discussion, enfin retrouver un échange entre les deux. Donc voilà, grosso modo, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur ce que peut faire l'archiviste pour l'instant, hein, bien entendu. Salim vous présentera ce qui sera développé plus tard et qui est pour l'instant au niveau maquette. Donc voilà. Comme la deuxième priorité d'exporter un SIP, comme on a dit, de valider le flux métier et exporter un SIP. Oui, l'objectif, effectivement, c'est qu'une fois que Sophie valide le versement, il y a un SIP qui puisse sortir. Je précise quelque chose, c'est qu'à terme, comme les travaux CEDACOR seront intégrés dans VitamUI, quand le versement sera validé par l'archiviste, celui-ci ira directement dans l'app dépôt et suivi des versements, pour ceux qui connaissent un peu les interfaces VitamUI, et sera donc contrôlé, tous les contrôles que fait Vitam à son entrée, pas d'antivirus, les référentiels sont-ils connus, etc. Mais ça passera automatiquement dans l'app dépôt et suivi des versements. Ce que Salim avait montré dans son schéma de départ. Voilà. Donc là, actuellement, pour encore une fois pour les besoins du POC, on a permis un export de SIP sur la liste de départ, avec le bouton exporter dans le SE, par exemple, du projet de versement que Patrick vient de créer. Alors ça prend un peu de temps, hein, comme la génération de SIP dans les autres logiciels, parce qu'il y a quand même des données à... Oui, il faut donc, hein, ici, on a donc notre projet de versement qui est ici. On retrouve bien notre petit zip. Si je l'extrais, voilà, on voit bien qu'on a un SIP avec le manifeste et dans Content, les fichiers qu'on a donc versés. Voilà pour la démo. Et je laisse Salim prendre la suite. Pour présenter du coup ce qui n'est pas encore développé mais qui a déjà été maquetté et la nouvelle version de Design System. Petit loading. Donc là, on sort de prototype pour entrer dans les maquettes statiques.
qui sont du coup aux couleurs du design system de Vitamui. On va retrouver ici notre header avec notre logo et voilà notre écran de connexion. On a nos différents boutons, comme présenté sur l'écran. Donc là, on a l'onglet supplémentaire qui est spécifique au parcours archiviste, avec des métadonnées donc particulières, comme la possibilité de définir des règles de gestion, voilà, DEA, communicabilité, ou alors de venir ici saisir des informations liées au contrat d'entrée. Donc ça, c'est vraiment notre onglet vraiment particulier. Autre action possible pour l'archiviste, c'est sur la partie arborescence de pouvoir, via le panel, donc retrouver l'ensemble des règles de gestion et de pouvoir du coup les modifier également à un niveau fichier ou à un niveau dossier, d'afficher le fichier en question. Donc là, on a un document Word qui est accessible et qui permet de prendre quelques informations pour ensuite venir saisir les champs du panel. Voilà, je m'attarde un peu dessus pour que vous puissiez comprendre à peu près le fonctionnement. En tout cas, c'est beaucoup plus beau hein, au niveau design system. Il n'y a pas photo. Autre possibilité qui est offerte aussi aux archivistes, c'est la fonction de transfert. Donc là, sur un projet qui a été soit créé, soit réceptionné par l'archiviste, de pouvoir du coup le transférer à un collègue. Donc, via cette action spécifique, ça ouvre, hop là, une petite pop-in où on vient de sélectionner le collègue à qui on souhaite transférer le projet de versement. On valide. On a une notification qui nous permet de voir que l'action a bien été effectuée. Et par la suite, l'archiviste collègue recevra lui-même une notification. Autre possibilité aussi pour l'archiviste, c'est de voir l'ensemble des commentaires sur un ensemble. Donc là, on a notre écran qui est scindé en 3 parties. On retrouve notre arborescence à gauche. Sur la colonne centrale, on a l'ensemble des commentaires, quel que soit leur niveau dans l'arborescence. Et en face, on a associé les commentaires qui sont justement qui ont été saisis par soit un service versant, soit par archiviste. Et on peut effectuer une recherche à l'intérieur de cette colonne centrale avec des mots-clés particuliers. Et on peut aussi effectuer un agrandissement du dossier en cliquant sur cette interaction ici, qui nous permet de voir en plus grand le document et de pouvoir du coup, pareil, récupérer les informations pour pouvoir justement enrichir notre conversation avec le service versant. Voilà pour les fonctionnalités particulières pour l'archiviste. Merci beaucoup. Du coup, voilà, maintenant qu'on vous a fait une démonstration de l'outil, je vois que Marion et Alice répondent à quelques questions dans le chat. Merci beaucoup à toutes les deux. On voulait vous faire une présentation de la suite des travaux. Et on va laisser Marion prendre le relais. Oui, donc à l'issue des 10 mois, en fait, on a pu produire un prototype. Donc quand on parle de prototype, bien sûr, c'est quelque chose qui peut être potentiellement jetable, qui nous permet de prouver que ça fonctionne, que le prototype permet de répondre aux besoins. L'idée, bien sûr, c'est, et on vous en a parlé, c'est de l'intégrer comme un module à part entière du front office Vitamui. Donc on avait bien sûr dans le scope de pouvoir industrialiser techniquement parlant le POC qui a été réalisé dans le cadre des 10 mois, de manière à l'intégrer et à le rendre utilisable en production dans les interfaces qu'on développe. Donc pour ce faire, on a répondu à un appel à projet du plan de relance de manière à pouvoir se faire financer l'industrialisation de ce prototype, et notre projet a été retenu. Du coup, ces prochains mois, on va commencer à travailler, à intégrer le travail qu'on vous a montré, des interfaces, et à les intégrer comme un module accessible avec authentification à la brique logicielle Vitamui.
L'idée, c'est aussi, bien sûr, de clôturer la dette technique parce qu'on a développé sous Angular un prototype. Vitam.UI est également développé sur Angular aussi, mais pas forcément avec les mêmes versions ou avec les mêmes codes. Donc l'idée, c'est finalement d'éviter des doubles développements en intégrant ce produit le plus rapidement possible à Vitam.UI. À côté de ça, Méline en a un petit peu parlé, on avait vu d'autres choses, d'autres fonctionnalités qui pourraient être intéressantes à intégrer à ce module-là pour permettre notamment à l'utilisateur de faire du pré-traitement. Donc là, on a vu qu'on pouvait modifier quelques informations. Néanmoins, il reste des choses à faire. Donc pour ce faire, pareil, on a comment dire, répondu à l'appel à projet toujours du plan de relance. Mais celui-là, on est en attente de réponse. Et dans cet appel à projet-là, on vise une mise en cohérence graphique, donc avec le design system de Vitam.UI et la possibilité de rajouter de nouvelles fonctionnalités, comme du dédoublonnage, du contrôle de format, du contrôle d'intégrité, etc. Permettre aussi que l'outil prenne en compte des versements volumineux, et permettre aussi au persona Sophie, à l'archiviste, de pouvoir faire d'autres traitements, comme de la réorganisation d'arborescence, du dédoublonnage, de la suppression de fichiers vides, etc. Donc ça, c'est en attente de réponse pour qu'on puisse trouver, on va dire, des budgets. Et on espère pouvoir obtenir gain de cause et pouvoir encore maintenant viser l'amélioration de l'outil qui vous a été démontré aujourd'hui. Je vais vous redonner la main. Ce que j'ai fait, grosso modo. Merci beaucoup, Marion. Et puis, du coup, on va passer sur un bilan de l'équipe, c'est d'accord? Je vous laisse. Alors, pour le bilan, en tout cas pour la partie qui me concerne, donc la partie design, ce qu'on a constaté, c'est déjà une grande implication et motivation des utilisateurs, donc archivistes et services versants au sein des différents ministères et ainsi que les différentes parties prenantes. Notamment, on peut souligner aussi cette forte participation, même à distance. Ils ont toujours répondu présent, donc c'était très satisfaisant par avoir des retours. On a fait énormément de rencontres et on a pu obtenir effectivement un feedback très intéressant pour nous aider à améliorer l'application tout simplement à partir de retours concrets et réels. Voilà. Et ensuite, voilà, une bonne satisfaction générale de l'intérêt pour le projet. Ça, c'était vraiment très intéressant et on sent qu'il y a une forte adhésion autour de ces accords. Et d'un point de vue plus technique, c'est vrai que l'intégration dans un projet déjà existant, on aurait pu se dire que ça donnait des contraintes, qu'on n'aurait pas du tout la liberté de faire ce qu'on voulait. En fait, pas du tout, puisqu'on a eu que les avantages, c'est-à-dire d'avoir un cadre de développement, de savoir qu'on pouvait se reposer sur ce qui existait déjà pour des fonctionnalités qui n'apportaient pas de plus-value et finalement se concentrer pleinement sur l'outil qu'on voulait développer. Donc, ce qui nous a vraiment permis de faire un prototype qui est proche de l'objectif de départ. Et puis, donc, comme je dis dans les avantages aussi, c'est vrai que ça permet de se dire qu'il y aura une pérennisation derrière grâce en fait au programme Vitam qui finalement encadre tout ça. Et puis, le dernier point, mais pas des moindres, l'équipe était vraiment très agréable avec laquelle travailler. L'ambiance générale est très très bonne, malgré là encore la distance et le télétravail. Je me permets de rajouter du coup, nous sur le bilan de l'équipe avec Marion, enfin Marion tu compléteras si jamais, mais c'était un plaisir de travailler avec vous et que votre regard de designer et développeur nous ont fait beaucoup de bien et nous permettent de nous extraire de nos pratiques métiers et de prendre du recul, les analyser et de retranscrire tout ça par écrit, c'est ce que vous avez fait, pour après l'implémenter en maquette ou en développement. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci à tout le monde. Voilà, donc pour la suite du projet, ce qu'on voudrait, ce corps on ambitionne, c'est que la solution réponde aux besoins qu'on a identifiés et qu'on puisse intégrer les autres fonctionnalités qu'on a imaginées et qui nous ont été suggérées par les utilisateurs. On voudrait aussi que l'application soit déployée et utilisée fortement, qu'elle centralise aussi l'ensemble des outils et qu'elle puisse simplifier justement le flux de process des traitements des archives via la plateforme Vitam en
experts, on souhaite que l'application SEDACOR évolue et soit maintenue, et que son évolution voilà, soit toujours placée dans une démarche de conception centrée utilisateur. Et aussi, donc, pour terminer, intégrer ces nouvelles technologies et formats d'archives voilà, de manière plus globale pour que l'application s'adapte à cela. Donc, exemple, les fameux emails qu'on doit archiver. Ou les systèmes d'information. Ou les systèmes d'information, effectivement. C'est une très bonne liaison avec le connecteur générique, puisque effectivement les travaux qui sont faits dans SEDACOR pourront potentiellement être utilisés, parce que c'est notre souhait, dans le cadre de la mise en place d'un connecteur générique pour le versement de flux applicatifs. Voilà pour la présentation qu'on pouvait vous faire aujourd'hui, pour la fin de ce défi SEDACOR qui se termine là en ce moment. Je ne sais pas si vous avez des questions, si Alice ou Marion voulaient rajouter des choses. Merci beaucoup, Hélène, Salim et Méline. Je suis en effet avec Marion. On a eu plusieurs questions dans l'espace de questions sur la plateforme de streaming. Donc, on va essayer. Alors, Marion a commencé à y répondre. On va peut-être essayer de les reprendre. Alors, c'est peut-être dans l'ordre inverse. Il y avait donc une question. Alors, d'abord, sur quel est l'avenir de Recip avec ce nouveau prototype? Alors, Michel, c'est pas encore complètement arbitré. Ce qui est sûr, c'est que l'outil va s'appuyer sur les librairies derrière Recip. C'est bien ça, Hélène. D'ailleurs, tu peux peut-être apporter des précisions si besoin. Et qu'après Recip en tant que tel, ça dépendra un peu et des usages et des écarts qu'il y aura au fur et à mesure avec nous, ce qu'on utilise et de l'appropriation des différents outils qu'on propose là avec SEDACOR. Enfin, grosso modo. Hélène. Oui, je peux compléter. Actuellement, donc, en tant que tel, en tant que prototype, ça utilise Cedalib pour générer le SCP. Je t'entends plus, Hélène. Tu m'entends ou pas? Oui, c'est bon. Ah, du coup, ok, joli. Donc, en l'état actuel du prototype, effectivement, pour l'export du SCP, on utilise Cedalib. Donc, Cedalib, c'est la librairie qui est utilisée par Recip, la librairie Java. Ok. Alors, dans les autres questions, est-ce qu'il est possible d'ajouter, de modifier les métadonnées renseignées en fonction du producteur? Donc, Marion, tu as commencé à y répondre par écrit. Oui, pour le moment, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'était, basé sur le service producteur versus une arborescence bureautique. Donc là, on est sur une typologie d'archives où, en général, on va, et c'est ce qui est montré dans le prototype, on va récupérer des informations minimales, un titre, éventuellement des dates et un format de fichier. Donc, parce qu'on s'était focalisé sur ce type de versement-là. Donc, c'est vrai qu'on pourra être amené dans les évolutions futures à élargir le spectre des métadonnées, si tant est que le service producteur ne va plus verser que des arborescences bureautiques, mais peut-être des messageries, voire des choses. Ce dont j'ai pas forcément parlé dans le cadre du projet qu'on soumet au plan de relance, c'est que on songe fortement à s'appuyer sur SEDACOR pour gérer aussi ce qu'on appelle un connecteur générique. Et là, du coup, c'est plus les messageries, c'est plus les arborescences bureautiques, mais c'est du flux automatisé aussi, émanant d'applicatifs, avec des modélisations de données, bien sûr, totalement différentes. Donc, en effet, on pourrait envisager à un moment donné de customiser en fonction des services producteurs ou en fonction des politiques, enfin des flux, des typologies documentaires, de customiser la liste des métadonnées qui s'affichent ou qui seraient à saisir par un service producteur. Merci. Ce qui fait que Catherine Champenois avait une autre question sur SEDACOR pourra traiter des messageries. Alors, comme on le disait, ça fait partie des évolutions possibles. Voilà. On ne se l'interdit pas, Catherine, mais pour l'instant, voilà, on traite étape par étape sur ce qu'on avait priorisé au départ. Caroline, suite à ta réponse, dit également de l'ontologie externale. Donc, toi, tu peux bien comprendre. Moi, je vois pas. Alors, si je peux essayer de comprendre. Non, pour le moment, on est là actuellement, peut-être que vous avez pu le voir, c'est vraiment des métadonnées minimales parce que on traite des arborescences bureautiques. Les métadonnées sont très pauvres en fait. C'est un titre de fichier ou un titre de répertoire avec potentiellement la possibilité de récupérer une date de création du répertoire, si tant est qu'elle soit juste,
voire des informations liées à l'empreinte du fichier ou à son identification, s'il s'agit d'un PDF, d'un ODT, etc. À terme, en effet, si on élargit le spectre d'utilisation de ces accords, notamment pour gérer des flux automatisés, en effet, on pourra étendre les métadonnées, donc soit en l'étendant de manière conforme aux métadonnées qui sont attendues dans le CEDA, par exemple des mots-clés, des événements, enfin des choses qui sont standardisées en fait, conformes au CEDA, ou étendu, donc différent de ce qui est défini dans le CEDA. Et en effet, on pourrait très bien l'envisager. C'est pas dans le premier périmètre, en tout cas, Caroline. D'autres questions qui ont trait, alors tu as un petit peu répondu par écrit, mais pourra-t-on utiliser CEDACOR avec un SAE gérant du CEDA 2 points? Et l'autre question, c'était CEDACOR est-il compatible avec Azalae ou est-ce uniquement lié à Vitam-UI? Alors, ça va être logiquement un module intégré à Vitam-UI. Néanmoins, un des fonctionnements, là pareil, on est un peu dans la prospective. Le fonctionnement de Vitam-UI permet de scinder, d'isoler des différents modules qu'on appelle des apps. Et moi, j'imagine que peut-être dans un futur plus ou moins proche ou lointain, on puisse n'utiliser Vitam-UI n'utiliser que la brique CEDACOR disponible dans Vitam-UI et ne pas utiliser les autres éléments qui sont plus ou moins connectés à un Vitam, un back-office utilisant Vitam. Du coup, n'utiliser que Vitam-UI pour le module CEDACOR. Néanmoins, ça nécessite que le module permette un export d'un SIP au CEDA 2.1. Donc, ça sera très certainement le cas. Ce ne sera pas forcément du prioritaire pour nous, parce que nous, le prioritaire, c'est intégration dans Vitam-UI et interconnexion avec le back-office Vitam et ses référentiels. Ça, c'est vraiment dans le premier périmètre. Et en sachant que, donc, du coup, si on utilise cette brique indépendante, il faut ensuite que le manifeste qui est produit soit conforme aux attendus. Par exemple, dans SAE, tel qu'Azalae. Et ça, je ne peux pas vous le garantir, parce que nous, les développements qui sont réalisés, les extractions qui sont faites pour générer un manifeste, c'est conformément aux attendus de Vitam. Moi, je ne maîtrise pas parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut, un modèle de données, de l'EAD, un instrument de recherche, les balises sont les mêmes, les champs ISAG sont les mêmes, d'un service à l'autre, ils sont utilisés de manière différente. Hein. Donc, ça pourrait être possible, mais pas à court terme en tout cas. Après, je compléterai avant de passer à une autre question, en disant qu'on est bien dans un écosystème logiciel libre et donc que comme tout le socle Vitam et le code développé par Vitam, il est disponible pour tout développeur qui a envie d'enrichir, modifier le socle proposé et évidemment toutes les initiatives sont les bienvenues pour enrichir et mettre à disposition de tous. Nous, on a besoin de prioriser les différents développements. Alors, il y avait d'autres questions. Alors, je vois que Richard Patrick a indiqué qu'il restait un peu sur sa faim, donc qu'il n'hésite pas à nous dire s'il y a des choses sur lesquelles il voudrait qu'on revienne précisément ou en démonstration ou en explication des différentes étapes. On est là pour ça, faut en profiter. Dans les autres questions, du coup j'ai répondu, ce sera en replay, on mettra à disposition la vidéo. Baptiste qui demande, dans le cas d'un connecteur générique, quel format de métadonnées sera exigé en entrée? Là, c'est un petit peu trop précipité pour te répondre, Baptiste. Ce qu'on sait, c'est que le connecteur générique, on appelle ça un connecteur générique, Baptiste, mais ça sera toujours qu'un demi-connecteur générique, c'est-à-dire qu'il restera toujours des choses à charge à l'applicatif versant, en gros, et qu'il y aura toujours un minimum à faire et que, voilà, disons qu'avant de se projeter beaucoup dedans, on va attendre de voir si France Relance valide notre dossier. Aussi, il y a ça. Pour avancer. Alors, j'ai d'autres questions. Laure Métra, que devient le contenu de la discussion entre l'archiviste et le service producteur? Y a-t-il un délai avant que le contenu du message s'efface, peut-être automatiquement? Alors, allez-y. Non, pour l'instant, il n'y a pas de délai. C'est-à-dire que les échanges qui se retrouvent dans l'espace discussion restent tant que le versement n'est pas validé. Et par contre, effectivement, ces informations-là ne sont pas reprises dans le manifeste présent dans le SIP. Donc, si l'archiviste et le service versant échangent des éléments qui ont vocation à enrichir la description de l'unité archivistique, c'est à reporter
dans la partie description de l'unité archivistique, parce que sinon, effectivement, les échanges sont perdus, entre guillemets, et ne sont pas repris dans le SIP. Voilà. Merci, Méline. Alors, Michel, en effet, a commenté sur utiliser ces accords indépendamment de Vitam serait cohérent avec ce qui a été fait précédemment avec RECIP. Alors, on est d'accord, Michel, mais RECIP est au départ un outil qui n'est même pas destiné, je dirais, au grand public, ce qui explique d'ailleurs et sa logique de création et actuellement son maintien et son ergonomie. L'idée pour nous est vraiment de faciliter la collecte et évidemment que quand on lance des projets comme ça, je dirais que les porteurs de ces projets souhaitent que ça soit en réponse en adéquation avec leurs besoins. Donc, on aimerait beaucoup que ces accords s'intègrent et ou s'ouvrent le plus possible à la communauté la plus globale, mais on va commencer par une première communauté, puis espérer élargir au fur et à mesure, un peu comme ce qui a été fait aussi, qui au départ était fait pour les archivistes sur le programme Vitam, puis finalement pour l'écosystème Vitam, et puis finalement pour le plus large. C'est d'accord, disons qu'on voilà, on va pour l'instant le cantonner à ça, et on aimerait être sûr qu'après la proposition d'en faire quasiment un double qui soit ouvert à tous et un autre sur Vitam UI, imaginons que ça devienne intenable en termes de maintenance et d'évolution. Ben, on ne voudrait pas s'engager non plus dans quelque chose qui ne pourrait pas être maintenu, qui ne pourrait pas évoluer facilement. Alors, dans les autres questions, Catherine, peut-on considérer que ce processus fait qu'une partie du travail de préparation des versements est déportée sur les agents des services producteurs? Alors, oui. Vas-y, Méline. Et répondre, effectivement, tout l'enjeu, c'est ce que tu disais, Alice, quand on parlait de la Journée internationale des archives, c'est de re-responsabiliser l'agent du service versant. Quand son service versant, il prépare son versement d'archives papier, il nous verse pas tout à la voile de gaine, on lui demande un minimum de nous décrire dans un bordereau de versement ce qu'il veut verser, de numéroter ses boîtes, de les décrire. Ben là, c'est un peu la même chose. Pour la bureautique, on va lui dire, alors on ne demande pas autant de détails, mais si tu peux au moins de manière macro décrire ce que tu verses, parce que c'est toi, ou c'est vous, on va tout faire notre service versant, c'est vous qui avez produit ces données, donc c'est vous qui les connaissez le mieux, qui avez la connaissance et l'expertise de ces données, donc qui les décrirait, qui allait les décrire le mieux. Donc oui, l'objectif, c'est de un peu soulager l'archiviste et qu'il retrouve son travail de contrôle, mais qui ne se substitue plus à l'agent du service versant qui va retrouver un peu son rôle de préparer des versements d'archives, bureautiques en l'occurrence. Merci Méline. Alors Olivier Croulard qui nous demande, vous parlez de connecteurs génériques et d'automatisation, en quel sens la mise en place d'un connecteur générique permettra une automatisation et qu'entendez-vous par automatisation? Est-ce que Marion, tu veux préciser des choses? Alors, c'est un petit peu précipité de le dire. L'idée du connecteur générique, c'est déjà de proposer un mappeur, en fait, de manière à identifier finalement des archives ou des informations qui arrivent d'un système d'information externe, de les mapper avec le modèle de données qui est attendu dans le SAE. Donc, moi, je pense beaucoup au paramétrage fonctionnel. De manière à identifier les données, voilà, et de les mettre en cohérence avec le modèle de données du système d'archivage électronique. Ensuite, l'automatisation, c'est une automatisation, c'est si tant est que le flux automatisé fait des versements quotidiennement, voire toutes les heures, c'est qu'on a pris du temps à conceptualiser le flux entrant et à le mapper, et ensuite à permettre à ce qu'il, s'il veut faire des versements toutes les heures, il puisse les faire, en fait. Mais en effet, c'est question de paramétrage après. Paramétrage, ouais. Et une autre question d'Olivier, si j'ai bien compris le fonctionnement, le SIP est généré par l'outil et téléchargeable par le producteur. Si oui, le SIP est-il soumis au versement de façon automatique ou doit-il passer par une opération manuelle de versement du SIP? Alors, sinon, ouais, si Hélène veut en parler un petit peu. Je peux dire que donc le SIP est généré par l'outil, effectivement, et dans tous les cas, même si on le verse directement dans Vitam, c'est l'outil qui génère ce SIP, et après qu'on le télécharge ou qu'il soit versé dans Vitam, en fait, ça revient un peu au même, finalement. Pour l'instant, cette opération, elle n'est accessible qu'au service archive. C'est pas accessible pour les producteurs. Je ne sais plus s'il y avait une autre question. Donc pour l'instant, effectivement, dans le prototype, c'est manuel. Mais vraiment, à terme, on aimerait que ce soit fait de manière automatisée. Sans passer par le SIP physique, finalement.
à verser à la main dans le SAE. C'est parce que là, on n'a pas codé dans Vitamui, donc on n'est pas encore branché dans ça. Vitamui, donc la transmission ne se fait pas automatiquement. C'est ça. Mais pas encore. En effet, à terme, quand ces accords sera intégré à Vitamui, l'idée c'est que l'utilisateur ou le service d'archives appuie sur le bouton confirmer le versement et qu'en fait l'action d'appuyer sur le bouton envoie sans qu'il le voie le versement, le SIP directement via Vitamui dans Vitam, dans le système d'archivage électronique. Donc après, il en constate le versement effectif dans le journal des opérations et dans les applications dédiées. Sans qu'il y ait besoin de rematérialiser un fichier ZIPA. Merci. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, parce que je crois que j'ai bientôt fait le tour. Il y a Pauline Renard du Mans qui indique qu'elle trouve que c'est une bonne idée de repositionner le service producteur ce qui correspond à la réalité du terrain, à ce qui se faisait déjà pour le papier. L'archiviste ne doit pas préparer tous les versements numériques. En effet, mais c'est vrai que demander à un service versant de se confronter au CEDA, on sait tous que on a vécu de meilleurs moments avec les services versants que ceux de les confronter au CEDA. Alors, n'hésitez pas, on peut encore rester un petit peu connecté pour répondre à vos questions, s'il y en a qui apparaissent, puisque je crois qu'on a à peu près traité les questions qui étaient apparues dans le chat. Ouais, je fais le tour des questions. Alors là, j'en ai une qui vient d'arriver. Alors, oui, en effet, Olivier. Où seront stockées les données VRAC fournies par le producteur? Donc, je peux répondre à cette question. Effectivement, en fait, on imagine une zone de stockage, un peu comme elle existe déjà pour les SAE, mais qui sera cette fois-ci temporaire, puisque les données, une fois qu'elles seront versées dans le SAE, pourront être supprimées de cet espace de stockage temporaire. Donc, il y aura exactement les mêmes sécurités, hein, vraiment, on veut le même principe. Mais qui ne va pas grossir en taille au cours du temps puisque ça va juste faire transiter les données. Oui, en fait, c'est la salle de tri. C'est le quai de déchargement. Voilà. Le quai de déchargement, on va dire, comme pour les archives. Alors, Catherine Champenois ouvrait un peu le débat sur le positionnement du service producteur. En effet, c'est pas l'archivage, Catherine, mais c'est quand même la plus-value, c'est la contextualisation du versement. Ça la demande une certaine formation. Alors là, c'est peut-être Salim qui peut expliquer les différents ateliers qu'il a eu avec la Oui, alors effectivement, on ne va pas transformer les services versants aux producteurs en archivistes. Le but, c'est aussi de les faire participer et de les prendre conscience de ce process archivistique sans aller au-delà d'un simple versement en tout cas. Et on a pensé à l'application effectivement pour que tout soit simple pour eux et transparent et ils n'auront aucune connaissance du CEDA ou en tout cas des balises qu'ils vont saisir. L'objectif, c'est effectivement de recueillir un maximum d'informations pour contextualiser ces versements. Je me permets d'inviter, tu avais réfléchi aussi à de l'aide sur l'application, telle que de l'onboarding. L'onboarding, effectivement, mais qui sera aussi sur la partie archiviste pour prendre en main l'outil. En tout cas, tout est fait pour que chaque étape soit claire et explicite et indique ce qui est attendu. Voilà. Merci, Salim. Une idée de calendrier de mise à disposition dans Vitam. Alors là, puisqu'on vous indiquait pour la partie industrialisation, c'est-à-dire association du prototype à Vitam, c'est d'ici fin 2021. Donc, ça sera embarqué dans la V5 de Vitam et Vitamui qui est prévue pour le début d'année 2022. Voilà, pour une idée de calendrier. Puis le reste des travaux, de toute façon, si le dossier d'amélioration de ce connecteur, plus connecteur générique, puisque tout est porté ensemble, est sélectionné par France Relance. Les travaux commenceront à peu près en même temps. Par contre, je ne pense pas que ça soit embarqué pour la V5. Ça sera plutôt pour la version suivante que ce sera mis à disposition. Tu as répondu à Baptiste sur la question du mappeur futur. Je l'imagine comme ça, en tout cas, Baptiste. En effet, qu'on ait un outil, donc un connecteur générique qui permette de récupérer des données d'un système d'information et de bien les formater
au format CEDA attendu par le SAE en fait. Donc j'espère qu'on pourra en effet paramétrer comment formater les SIP. Après, à voir si c'est que dans ma tête ou si ça pourra devenir réalité. Merci. Alors, Olivier, je ne sais pas si c'est une question. Oui, si tu as tout à fait d'accord avec toi, Olivier. En effet, c'est un outil de pré-collecte, en fait, de travail intermédiaire, d'espace tampon, même si on peut le dire comme ça. Le temps de préparer finalement des paquets d'archives conformes aux attendus du service d'archives. Donc, soit on laisse, pour reprendre un peu ce qui était dit précédemment, soit on laisse au service producteur de l'initiative, soit on reprend la main parce qu'on ne lui fait pas trop confiance par rapport à ce qu'il nous a déclaré en amont. Ça, tout dépend de vos pratiques, en fait. Et il complète en demandant si on a prévu la volumétrie de données qu'on pouvait traiter dans le cadre de cet outil. Hélène, est-ce que... On imagine potentiellement on aura de grosses volumétries à traiter, mais encore une fois, comme ça va être de la donnée qui va transiter, dans le même temps sur cet espace de stockage, il n'y aura jamais des volumes il y aura de gros volumes, c'est sûr, mais pas des choses ingérables. Et la partie gros volume est d'ailleurs fait partie des points qu'on a listés dans la partie connecteur générique. Qu'on appelle sous l'appellation connecteur générique, mais qui est donc bien et l'amélioration du POC et des fonctionnalités qu'on a déjà listées à ajouter grâce aux ateliers utilisateurs que vous avez pu mener et en même temps ce fameux connecteur générique lié au flux. Alors, je n'ai plus de questions. Je crois que j'ai fait le tour. Ce sont les dernières minutes si vous souhaitez poser des questions ou revenir sur une fonctionnalité, puisque certains, vous souhaitez peut-être poser des questions sur certains écrans, je ne sais pas. Bon. Donc, la présentation sera mise à votre disposition. Ah non, merci. La présentation sera mise à votre disposition, ainsi que l'enregistrement. Hélène et Salim font également un bilan dans le cadre du dispositif EIG avec Marion et Méline. C'est la semaine prochaine, je crois, c'est ça? Je pourrais peut-être mettre le lien quelque part. Ah, alors, une dernière question. Hop, excusez-moi. Faudra-t-il une GEC pour matérialiser ce quai de déchargement? Non? Alors, Oui, l'idée de ces accords, c'est un peu d'être ce fameux quai de déchargement, en fait, où on soumet quelque chose et soit il est à 100%, il correspond à vos attendus en tant que service d'archives, soit il faut tout refaire, tout détricoter et tout refaire. Donc après, si vous voulez encore une GED pour un meilleur effet entonnoir, c'est tout à fait possible, mais c'est des développements en plus. Mais tout est possible, hein, de toute façon. Merci à vous pour avoir participé à cette présentation, qui en effet a sans doute été rapide, mais en 10 mois en même temps, on n'a pas non plus tout révolutionné. On a lancé beaucoup de choses et les évolutions, les développements, la réalisation va suivre, et c'est ça qui est aussi agréable avec ce type de défi, c'est de pouvoir pérenniser ce qui a été lancé. Nous, ça nous tenait à cœur de vous le présenter parce qu'on en a vraiment parlé plusieurs fois, que ce soit sur le site internet, dans des articles, dans des événements qui n'étaient pas dédiés à ce défi. On souhaitait en parler plus largement avec un événement dédié, profiter des quelques jours de présence encore pour Hélène et Salim, qu'on remercie d'avoir intégré ce défi, choisi ce défi et en plus dans un contexte pas facile, un projet déjà existant, un projet qui, comme dans beaucoup d'administrations, s'est retrouvé en confinement et c'était pas ce qu'on souhaitait tous, avec un éclairage en particulier sur le design qui va se poursuivre et sur le développement, un autre regard après avoir connu beaucoup de développeurs différents, par exemple. Donc, ça nous a permis aussi de nous réinterroger. Donc, merci beaucoup à tous et on met tout ça à votre disposition. Et puis, de toute façon, on continuera à vous tenir informés des suites données à CEDACOR. Est-ce que vous voulez dire un mot? Merci d'avoir assisté à cette présentation et on est très très content qu'elle ait plu et que vous soyez finalement impatient d'avoir la suite et le produit. C'est que ce qu'on fait a servi à quelque chose. Tout à fait. Voilà. Merci pour vos retours et vos questions sur le chat. Ouais. Merci. Au revoir.
Au revoir tout le monde. Au revoir, Bonne bonne journée. journée.